Très bien. Donc après la déshydratation, donc, on va entamer une autre réaction. Cette fois-ci, ça sera, donc la déshydratation est encore là, donc ça sera la déshydrohalogénation. Donc on va parler de la déshydrohalogénation des halogénoalcanes. Donc là, regardez le mot, déshydrohalogénation. Ça veut dire on va éliminer un hydrogène et un halogène. Un hydrogène plus un halogène, ça donne un acide fort, tel que l'acide chlorhydrique, l'acide HBr, HF, HI. Donc il y a 4 acides qu'on peut éliminer par cette réaction. Alors, c'est une réaction, je répète, qui va se faire sur les halogénoalcanes. Donc les halogénoalcanes, si vous vous rappelez bien, nous les avons déjà préparés dans le chapitre 1 par substitution radicalaire sur les alcanes. Alors, ces alcanes-là, ces halogénoalcanes, seront traités par une base forte encombrée. Tout à l'heure, pour les alcools, on les a traités par l'acide en présence de la chaleur. Cette fois-ci, ces halogénoalcanes seront traités par une base forte encombrée et de la chaleur. Donc, en présence de cette base forte, de la chaleur, un halogénoalcane ou bien un halogénure d'alkyle, comme vous voulez, les deux sont justes, vont subir une élimination qu'on appelle une bêta-élimination. D'accord? Une bêta-élimination. Tout à l'heure, on a parlé de la position alpha par rapport au carbocation. Là, on va parler d'une position bêta, mais par rapport à l'halogène. Donc, je donne un exemple dans le cas général. Donc, vous avez un halogénoalcane, le voici. Donc, c'est un halogénoalcane. D'accord? Un halogénoalcane, donc vous avez, donc là j'écris ici. Donc, vous avez le X le voici, qui peut être, je répète, soit un brome, soit un chlore, soit un ion, soit un fluor. Alors, voilà la position alpha par rapport à X. Voilà la position alpha par rapport à X. La position bêta, c'est celle-là. Voilà la position bêta par rapport à X. Donc, pour avoir cette réaction d'élimination, je répète, il faut que la position bêta de X contient au moins un hydrogène. S'il n'y a pas d'hydrogène, cette réaction n'aura pas lieu. D'accord? Donc, en regardant cette position bêta, on voit bien qu'il y a un H là, le voici. Et donc, en présence de cette base, donc la base va éliminer donc ce H et on aura le départ de X. Donc là, ce qu'on va éliminer, si on fait le bilan, ça sera ça. Hein? Moins HX. Donc, avec l'élimination de HX, on forme un alcène. Et donc, c'est une réaction, je répète, qui s'appelle une bêta-élimination, parce que, je répète, l'hydrogène qui est touché là, il est en position bêta par rapport à X, et ça donne un alcène. Et donc, je répète, ce sont des réactions qui marchent très très bien, parce que là, on est en présence d'un X, c'est pas comme les alcools, les halogènes, X est un très bon groupement. C'est un très bon groupement partant. Ou bien, donc un très bon groupement partant, ou bien vous pouvez le trouver sur le nom de nucléofuge. Ça veut dire le contraire de nucléophile. On parlera de ça dans le chapitre des halogénures d'alkyle. D'accord? Donc c'est une réaction, je répète, qui se fait sur les halogénoalcanes en présence d'une base et de la chaleur et qui permet, je répète, d'obtenir, d'obtenir les alcènes. Qui permet d'obtenir les alcènes. Très bien. Alors, donc on va faire une remarque sur cette réaction. Donc, notez s'il vous plaît que pas mal d'halogénoalcanes peuvent subir cette réaction d'élimination, de bêta-élimination pour être précis. D'accord? Donc, pas mal d'halogénoalcanes peuvent
subir cette réaction. Hein. Donc je vais prendre celui-là. Donc regardez, donc c'est un alcane que j'ai bien choisi pour vous montrer deux choses importantes. Et donc, si je prends cet halogéno-alcane, donc je vais le mettre ici, je vais le redessiner ici. Donc, c'est un halogéno-alcane, hein, avec, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a là? Donc, vous avez des H. Donc, ici, vous avez des H. Vous avez des H. Là, vous avez un méthyle. Là, vous avez un brome. Là, vous avez un H. Et là, vous avez... Là, vous avez des H. Donc là, je vais mettre ces H en vert. Très bien. Donc, on a dit que pour les halogéno-alcanes, ils vont subir une bêta-élimination. Donc là, on va réaliser une bêta-élimination. Alors, pour réaliser cette bêta-élimination, nous avons dit, on va aller chercher les positions bêta par rapport à l'alcane, par rapport à l'halogène. Donc le brome, voilà la position alpha par rapport au brome. Pardon, c'est le brome, c'est pas bêta. Hein? Voilà la position bêta par rapport au brome. Donc si on regarde la molécule, on a combien de positions bêta? On a deux positions bêta. On a une position bêta vert. Donc là, c'est position bêta par rapport au brome, qui contient 3 hydrogènes. C'est le méthyle. On a une autre position bêta. Donc là, c'est en avant, je rectifie. Donc là, on a une autre position bêta par rapport au brome. D'accord? Donc je répète, c'est une bêta-élimination. Donc on va aller cibler les hydrogènes, évidemment, si on a, parce que s'il n'y a pas d'hydrogène en position bêta, cette réaction ne va pas avoir lieu. D'accord? Donc on constate ici que pour cette molécule, je répète, nous avons deux positions bêta. Une position bêta verte, qui contient 3 hydrogènes identiques, et une position bêta rouge, où nous avons deux hydrogènes. Très bien. Donc en présence d'une base, je répète, encombrée et de la chaleur, à votre avis, combien de produits nous aurons? En présence de cette base et de la chaleur, on va former autant de positions bêta contenant les hydrogènes. Donc ici, nous avons deux positions bêta qui contiennent des hydrogènes. Donc on va former deux produits. Le premier sera dû à l'arrachement du He rouge, qui sera arraché sous forme de H+, qui est légèrement acide, sous l'effet électroattracteur du brome. Vous savez bien que les bromes exercent des effets électroattracteurs -I. Donc en présence de cet effet électroattracteur -I du brome, les H en position bêta sont légèrement acides. Donc en présence d'une base forte, ces H seront éliminés, et donc comme suit, et donc on aura le départ de brome. Et donc qu'est-ce qu'on va former? On va former l'alcène suivant. On va former un alcène que je vais mettre en rouge avec donc ici, donc je vais voir est-ce que la structure, est-ce que c'est bien noté ou pas. Donc là c'est un méthyle, c'est pas un H. Là c'est un méthyle. Là c'est un méthyle, c'est pas un H. Donc là c'est un CH3. Très bien. D'accord? Donc en éliminant le H en position rouge, donc là je vais préparer
cet alcène. Je vais préparer cet alcène. Donc là, méthyle, méthyle, hein? Donc ici, CH3, H. Très bien. Donc, pour cet alcène, on aura 3 méthyles, hein? Les voici, hein? Et un hydrogène. Donc, je vais former ce composé. Selon le chemin vert, donc si j'utilise les H en position bêta verte, hein? Donc je répète toujours, ils sont légèrement acides sur l'effet électroattracteur du brome. Et donc, en présence de cette base forte, ils seront éliminés. Un parmi les trois, pas les trois. Hein. Et donc, voilà, je vais former le vert. Je vais former un deuxième composé. Alors, ce composé-là, c'est quoi? Donc, c'est un C2H5. C'est un C2H5. H. Double liaison, oui. C, H, H. Nous voici. D'accord? Donc, selon l'attaque, selon la flèche verte, donc je vais former cet alcène. D'accord? Alors, on va comparer comme tout à l'heure, comme on a fait dans la déshydratation des alcools, on va voir la substitution des alcènes. Là, pour le vert, c'est un alcène comment? C'est un alcène mono-substitué. C'est un alcène mono-substitué. OK? Et donc, pour le rouge, c'est un alcène tri-substitué. Quel est le plus stable? Le plus stable, toujours, c'est le plus substitué. Et le plus stable, ça sera toujours le majoritaire. Donc, le majoritaire, c'est le rouge. Et le minoritaire, ça sera le vert. Le minoritaire, ça sera le vert. D'accord? Donc, c'est une réaction, comme celle des alcools, qui va conduire à un produit majoritaire et à un produit minoritaire. Sauf que, donc, là, on ne peut pas parler donc, de, comment dirais-je, de transposition. La transposition, c'est dans les alcools. Très bien. Je reviens à la diapositive. D'accord? Donc, je vais reprendre la même chose que j'ai écrit. Donc, en présence d'une base qui est très forte, donc voilà, donc avant de passer à l'attaque de la base, donc voilà la position alpha, donc en jaune, c'est la position alpha par rapport au brome. D'accord? Donc je répète, on a deux positions bêta, voilà la première qui contient des H, 2 H, hein, et nous avons une deuxième qui contient 3 H qui est en rouge. Et donc là, la base va attaquer, hein, va attaquer selon 2 voies. D'accord? Donc la base, il peut attaquer selon la voie jaune, donc en attaquant selon la voie jaune, donc on va préparer, je répète, l'alcène le plus substitué. On va préparer l'alcène le plus substitué, ça veut dire l'alcène tri-substitué. Selon la voie rouge, d'accord, selon la voie rouge, on va préparer l'alcène le moins substitué, le voici. D'accord, on va préparer l'alcène, comment dirais-je, l'alcène le moins substitué. D'accord, peut-être que j'ai fait une erreur tout à l'heure, je vais revoir. Non, donc là, il manque un CH3, CH3 ici. Donc là, au lieu donc de H, là, il faut mettre un CH3. Hein? Il faut mettre un CH3. Oui, c'est bien ça. Il faut mettre un CH3. Très bien. D'accord? Donc je reviens vers la diapositive. D'accord? Donc on va obtenir deux composés, un composé jaune et un composé, comment dirais-je, rouge. Et donc de point de vue stabilité, ce n'est pas la même stabilité parce que là nous avons un très substitué, là nous avons un di. Donc la majoritaire, donc ça sera toujours le plus substitué, ça sera le jaune, et le moins substitué, ça sera le minoritaire, ça sera le rouge. Il faut que je rectifie ici. Donc ici, ce n'est pas monosubstitué, mais plutôt c'est disubstitué. Là, c'est disubstitué. D'accord? Donc là, je répète, c'est comme la déshydratation, ça va conduire à un mélange de produits dont on va parler d'un majoritaire et d'un minoritaire. Et donc, pour parler de ce majoritaire et de ce minoritaire, on va faire cette
remarque, ou bien cette remarque qui va traiter la règle de Zaitsev. Alors cette règle, qu'est-ce qu'il dit, hein? Cette règle de Zaitsev dit que lorsqu'on a une réaction de bêta-élimination sur un halogéno-alcane, lorsqu'on a une réaction de bêta-élimination sur un halogéno-alcane, le produit majoritaire, c'est l'alcène le plus substitué. D'accord? Le produit majoritaire formé est l'alcène le plus substitué. D'accord? C'est l'alcène le plus substitué. Très bien. Alors, la réaction, elle est dite régiosélective. Pourquoi la réaction est dite régiosélective? Tout à l'heure, on a parlé de réaction stéréosélective. On a parlé de réaction stéréosélective parce que on a obtenu un seul stéréoisomère qui peut être soit le E, soit le Z, ça dépend des conditions de la réaction. Là, c'est plus stéréosélective, c'est régiosélective. Pourquoi régiosélective? Parce que si je vais sur mon composé, j'ai deux régions. Hein? J'ai deux régions. J'ai une région, bon, si vous voulez, on va l'appeler donc là, c'est la région 1. C'est la région V, verte, et là, c'est la région rouge. C'est la région rouge. Très bien. Alors, donc, on va voir quelle est la région qui donne le composé majoritaire. Donc, si on regarde les structures, c'est la région rouge qui donne le composé majoritaire. Par contre, la région verte, il donne le composé minoritaire. Et dans ce cas-là, on va dire que la réaction est régiosélective parce que les deux régions ne donnent pas le même pourcentage en produit. La région rouge donne le produit en grande quantité. Par contre, la région verte donne le produit en petite quantité. Donc, c'est une réaction qui sélectionne entre les différentes régions. Ça veut dire qu'elle choisit mieux la région qui va donner le composé en grande quantité, d'où le nom de la région sélectivité. Donc, c'est une réaction régiosélective parce que, je répète, ça permet d'attaquer une région plus favorablement que l'autre région. OK? Très bien. Donc après cette déshydrohalogénation, on va parler de déshalogénation. Cette fois-ci, on va éliminer un dihalogène. Déshalogénation. Il n'y a pas d'hydro, il n'y a pas d'hydrogène. Donc la déshalogénation, donc on va éliminer un dihalogène, un Cl2, un Br2, un I2, un X2 en général. Alors, cette réaction, on va la faire sur des dihalogénures vicinaux. Donc, parce que sachez, s'il vous plaît, que pour les dihalogènes, donc il y a deux types. Il y a deux types de dihalogènes. Donc, on parlera d'un dihalogénure vicinal ou bien des dihalogénures vicinaux si les deux chlores ou bien les deux X sont portés sur des carbones voisins. Voilà le schéma. Et donc, on parlera de gyminaux s'ils sont sur le même carbone. Donc, voilà, on va illustrer ça avec des schémas. Voilà donc un dihalogénure vicinal. Donc, regardez les X ici, ils sont vicinaux parce qu'ils sont sur des carbones voisins. Ils sont sur des carbones voisins. Par contre, celui-là, il a les X sur le même carbone, et donc là, on parlera d'un dihalogénure gyminal. Et donc, on verra là, on va travailler avec le vicinal, mais le gyminal aussi, on va le traiter dans le chapitre 3 qui va venir juste après ce chapitre. Donc, cette réaction sera faite sur un dihalogénure vicinal, et donc c'est une réaction qui va vous paraître très facile, donc parce que c'est déjà traité dans le chapitre des alcanes. Et donc, on va prendre cette dihalogénure vicinale qu'on va traiter tout simplement avec le zinc. Avec le zinc en présence de l'acide acétique, donc avec du zinc et de l'acide acétique. Donc là, on va former la double liaison, évidemment, plus un produit inorganique qui est le ZnX2. D'accord? Donc là, c'est une réaction qu'on a
vu dans le chapitre des alcanes pour préparer les cycloalcanes à partir des dihalogénures. Donc c'est une réaction, je répète, qui peut être faite soit avec le zinc, hein, en présence de l'acide acétique, ou bien avec l'iodure de sodium, hein, un autre réactif qu'on peut utiliser. Donc sur le même dihalogénure vicinal, un autre réactif qu'on peut utiliser, donc c'est l'iodure de sodium. Donc cette iodure de sodium va réagir aussi avec ce dihalogénure vicinal et il va donner un alcène, évidemment avec la formation, je répète, des produits inorganiques que je ne signale pas parce que ça m'intéresse en tant qu'organicien. Ce qui m'intéresse, c'est le produit organique. D'accord? Donc c'est une réaction qui se fait sur les dihalogénures vicinales, et donc vicinaux, pardon, et donc pour les gyminaux, on va les traiter dans le chapitre 3. D'accord? Donc toujours on va continuer la préparation des, comment dirais-je, des alcènes en étudiant cette réaction. C'est une réaction très importante qui est très facile à réaliser et qui est très utilisée dans la synthèse organique. C'est l'addition d'hydrure de phosphore sur les composés carbonylés ou via ce qu'on appelle la réaction de Wittig. Cette réaction de Wittig donc, va se faire sur les composés carbonylés. Donc les composés carbonylés, ce sont les aldéhydes et les cétones. On verra ça en S5. Hein? Donc l'addition, c'est une addition nucléophile. L'addition nucléophile d'anylure de phosphore, on va voir la structure, sur un composé carbonylé. Donc un composé carbonylé, je rappelle, qui peut être soit une cétone, soit un aldéhyde, va conduire à la formation d'alcène. Donc voilà la réaction. Donc j'ai dit tout à l'heure, c'est une réaction connue sur la réaction de Wittig, ça marche très très bien. Et donc ça permet, je répète, de préparer ces alcènes sans problème. Donc voilà, donc on va prendre soit une cétone, soit un aldéhyde, donc R1, R2, donc soit cétone, soit aldéhyde, et qu'on va faire additionner sur un hydrure de phosphore. Donc les hydrures de phosphore, ce sont de cette nature. Donc c'est un RR, double liaison, phosphore, et donc ici le phosphore. D'accord, donc j'écris ici. Donc, je répète, c'est une réaction qui se fait soit sur une cétone, hein, R2, ou bien sur un aldéhyde, R, C, O, H. Donc soit sur une cétone, soit un aldéhyde, en présence d'un hydrure de phosphore. C'est quoi un hydrure de phosphore? C'est un C, simplement lié. Bon, ici, donc je vais mettre R1 ici. Donc là, je vais mettre R', double liaison, phosphore. Et ce phosphore, il est lié à 3 phényls. Phi. Le phényl, vous savez tous ce que c'est le phényl. Le phényl, c'est un 6,6H5. C'est le radical du benzène. D'accord? C'est le radical du benzène. D'accord? Donc, une cétone, donc je rappelle, c'est une réaction qui peut se faire soit avec les cétones, soit avec les aldéhydes. Soit avec les aldéhydes. Donc, en présence du cétone ou bien un aldéhyde, un hydrure de phosphore peut convertir ces composés-là en alcène. D'accord? Donc, notez s'il vous plaît, donc s'il y a possibilité d'avoir une isomérie géométrique, là, on va obtenir deux produits. Hein, donc là, j'ai choisi cet exemple pour vous montrer là que je peux avoir deux produits. RR', bref, là je vais mettre R1 pour vous montrer ce que, voilà, R1, R2, d'accord? Donc R1, R2, très bien. Donc, lorsqu'on a la possibilité d'avoir une isomérie géométrique, je répète, là, on va envisager la formation de deux produits, R1, R2, plus un deuxième. Regardons le premier, qu'est-ce que j'ai formé? C'est quoi? C'est un Z. Parce que R1, ils sont du même côté de la double liaison,
R2, R2, ils sont du même côté de la double liaison. Et donc, je peux former le Z comme je peux former le E. R1, R1, R2, R2. Et donc, c'est une réaction qui peut donner, je répète, soit un produit, soit deux produits. D'accord? Donc là, j'ai choisi le cas le plus délicat. Donc là, la même chose pour l'aldhyde. L'aldhyde, pour l'aldhyde, là aussi, on obtiendra deux produits. On obtiendra CC, donc R1, R2, H, R1. OK? Et donc là, il s'agit de quoi? Plus, c'est un Z ou un E? Plus C, R2, R1, H, R1. Donc, où est le Z, où est le E? Hein? Donc, faites attention. Donc là, il s'agit d'un E. Là, il s'agit d'un E. Et là, il s'agit d'un Z. Là, il s'agit d'un E. Hein? Là, c'est un E. Là, c'est un Z. Parce que vous avez le... Bon, ça dépend donc... non, ça dépend de ce que nous avons ici. Donc, ça dépend de ce que nous avons là. Donc, il faut choisir un... Il faut bien choisir le... Donc, par exemple, si on prend R1, donc si je prends par exemple le R1, c'est le CH3. Si je prends le R1, CH3, ok? CH3, et je prends R2, C2, HE5. Ok? Donc si je prends le R1, CH3 et le R2, C2H5, donc là je suis bien en présence d'un E. Parce que tout simplement, le carbone 1, c'est celui-là, le carbone 2, c'est celui-là, le carbone 1, ici, c'est celui-là, et le substituant 2, c'est celui-là. Donc, en regardant, les substituants 1, ils sont de part et d'autre de la double liaison, donc on parlera d'un E. Et là, on parlera d'un Z, à condition, je répète, de remplacer, à condition de remplacer, quoi? De remplacer, donc de mettre ici un CH3, de mettre ici un CH3, et de mettre ici un C2, HE5. D'accord? Donc je rappelle, c'est une réaction qui peut donner soit un produit, soit deux produits. Donc on obtiendra un seul produit lorsqu'il n'y a pas possibilité de parler de d'isomérie géométrique. Mais si vous avez la possibilité de parler de cette, comment dirais-je, cette isomérie géométrique, il ne faut pas oublier de donner les deux stéréoisomères qui sont le Z et le E. D'accord? Parce que dans la diapositive, j'ai donné un seul produit. J'ai donné un seul produit parce que tout simplement, l'élure de phosphore, elle est symétrique. Là, je ne peux pas parler de géométrie Z et de E parce que un parmi les carbones sp2 porte deux substituants différents. Donc là, il n'y a pas de Z, il n'y a pas de E, il y a un seul produit. Très bien. Alors, quel est le mécanisme de cette réaction? Le mécanisme est le suivant. Donc, de temps en temps, on va donner quelques mécanismes. Donc, voilà. Donc, on va donner le mécanisme. Donc, on va prendre cette molécule, ce carbonyle, que je répète, qui peut être soit cétone, soit aldhyde. Donc, en se basant sur ce que nous avons vu en S3, dans le chapitre des effets électroniques, là, on peut localiser le site nucléophile et le site électrophile. Le site nucléophile ici, ce n'est autre que l'oxygène parce que c'est un groupement électroattracteur par l'effet moins M. Donc là, vous aurez un delta moins sur l'oxygène, vous aurez un delta plus sur le carbone. Okay? Alors, pour l'élure de phosphore, vous savez bien que le carbone, il est plus électronégatif que le phosphore. Donc, un delta moins, ça sera sur le carbone et un delta plus, ça sera sur le phosphore. Et donc, le principe en chimie organique, c'est un nucléophile va attaquer un électrophile pour donner la
comment dirais-je, le composé qu'on cherche. Et par conséquent, donc, le carbone ici qui se comporte comme un nucléophile va aller attaquer le carbone de la fonction carbonyle qui se comporte comme un électrophile, je répète, parce qu'il est lié à un oxygène hybridé sp2 qui exerce des effets moins m. Et donc, là, donc, voilà donc les électrons, les électrons pi qui forment la liaison carbone-oxygène vont migrer sur le phosphore et on va passer par un composé cyclique. On va passer par un composé cyclique à 4 chaînons, le voici, composé des 2 carbones et de l'oxygène et du phosphore. Donc c'est un intermédiaire. Un intermédiaire, normalement, il faut le mettre entre crochets parce que la durée de vie de cet intermédiaire elle est très très courte. Il va évoluer rapidement. Pour former, je répète, comment dirais-je, le composé final. Donc ça va évoluer par la rupture de la liaison carbone-oxygène et la rupture de la liaison carbone-phosphore pour finalement donner l'alcène que nous sommes en train de chercher, le voici, plus un composé inorganique qui est le PO-3. D'accord? C'est un deuxième composé, donc ce n'est pas signalé parce que je répète, en tant qu'organicien, là ce sont des produits inorganiques qu'on ne signale pas généralement parce que donc, ça passe dans la phase aqueuse après traitement de la réaction. Donc voilà le mécanisme de formation de cette alcène à partir, je répète, de la réaction d'un composé carbonylé sur un élure de phosphore. Très bien. Alors, on va terminer la préparation de ces alcènes. On va terminer la préparation de ces alcènes par parler d'une réaction qui est très très importante, hein, parce que c'est une réaction, donc jusqu'à présent, vous avez vu, on n'a parlé que des alcènes qui sont linéaires. Alors là, c'est une réaction qui va nous donner des alcènes cycliques. Donc tout à l'heure, dans l'introduction, on a parlé d'alcènes linéaires, exemple le lycopène, hein, le lycopène que j'ai donné tout à l'heure, qui est le pigment responsable de la coloration de la tomate. Et j'ai donné aussi comment dirais-je, le limonène, qui est un composé, je répète, qu'on extrait à partir des oranges, des agrumes, tels que donc, les pamplemousses, les mandarines, les oranges amères, donc en général, les agrumes. Alors, pour préparer ces alcènes cycliques, je répète, la réaction qu'on peut utiliser, c'est la réaction de Diels-Alder. Cette réaction de Diels-Alder, c'est très facile à réaliser, elle est beaucoup faite en chimie organique. Alors, c'est une réaction qu'on va faire entre un diène, donc là c'est une cycloaddition 4 plus 2, donc c'est quoi 4 plus 2? Le 4, c'est le diène, hein? Donc le diène conjugué, hein? C'est un diène conjugué, donc on parlera tout de suite de ça. Donc entre un diène conjugué, donc il faut qu'il soit conjugué, s'il n'est pas conjugué, la réaction n'aura pas lieu. Et ce qu'on appelle un diénophile, d'accord? Donc il faut mettre en action un diène conjugué et un diénophile activé. En général, c'est un alcène. Ce sont qui va contribuer avec 2 électrons. Donc le diène, le voici. Voilà le diène le plus simple. Voilà le diène le plus simple. Donc regardons ici, le diène, il est conjugué. Si le diène n'est pas conjugué, la réaction ne peut pas avoir lieu. Si la réaction n'est pas conjuguée, si le diène n'est pas conjugué, la réaction ne peut pas avoir lieu. Le diénophile, le voici, le diénophile, je rappelle, c'est un alcène, hein, activé avec un R. Et donc, le résultat, en présence de la chaleur, on va assister à une cycloaddition 4 plus 2. 4, ça veut dire le diène va intervenir avec 4 carbones. 4 ici, ça veut dire le diène va intervenir avec 4 carbones. Le diénophile va intervenir avec 2 carbones, C2. Donc c'est une cycloaddition 4 plus 2 entre un diène et un diénophile qui va donner, voilà, et voilà, on va former, je répète, ce qu'on appelle un alcène cyclique. On va former un alcène cyclique. Donc c'est une méthode qui va nous permettre de préparer, je répète, les alcènes cycliques. Hein. Bon, il y a pas mal d'exemples, donc il y a pas mal d'exemples qu'on peut
qu'on peut traiter. D'accord? Alors, ce que je vais préciser là, c'est que pour cette réaction de Diels-Alder, pour la réaction de Diels-Alder, s'il vous plaît, je vais faire cette remarque. Pour la réaction de Diels-Alder, pour la réaction de Diels-Alder, si le diène est désactivé, virgule, le diénophile doit être activé. C'est-à-dire, donc je prends un diène, donc qu'est-ce qu'on a dit? Si le diène il est désactivé, ça veut dire s'il est lié à un R qui est attracteur. D'accord? Donc si le diène il est lié à un groupement attracteur par effet moins I ou moins M, d'accord? Ça peut être un, ça peut être l'autre. D'accord? Donc si le diène il est désactivé, le diénophile doit être lui lié à un R qui est donneur, soit par plus I ou plus M. Donc pour que la réaction marche bien, il faut respecter cet ordre. Si le diène il est désactivé, le diénophile doit être activé. Et inversement. Hein? Et inversement. D'accord? Donc là, je vais... Et inversement. Ça veut dire... Et inversement. Ça veut dire, si le diène il est activé, le diénophile doit être désactivé. D'accord? Donc c'est une réaction, je répète, qui marche très très bien. Et donc, il vaut mieux respecter cette règle pour que la réaction marche très très bien. Et donc, là, ce sont comment dirais-je, des groupements qui peuvent activer. Donc, on a vu ça en S3 dans le chapitre des effets électroniques. OK? Donc là, c'est une réaction, je répète, qui permet de faire la synthèse des alcènes cycliques et donc qui marche très 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 bien. OK? Alors, on va terminer cette préparation donc des cycloalcènes par des alcènes cycliques par cette remarque. Notez donc que lors de la réaction de Diels-Alder, hein, les positions du groupement initial sont conservées. Ça veut dire qu'ils ne sont pas changés. Donc, chaque groupement qui est sur un carbone, que ce soit sur le diène ou que ce soit sur le diénophile, on va le trouver sur le même carbone lorsqu'on va faire la cyclisation. OK? Donc, c'est une réaction, je répète, qui marche très bien et donc qu'on peut utiliser pour préparer les alcènes cycliques à condition, je répète, de travailler donc soit avec un diène activé, un diène désactivé, un diénophile désactivé, et inversement. Donc là, on a dit donc que pour cette réaction ait lieu, il faut que le diène soit conjugué. Donc je vais insister sur ce point parce que donc le diène doit être conjugué, parce que si le diène n'est pas conjugué, donc voilà un diène qui n'est pas conjugué. Voilà un diène non conjugué. Hein? Il n'est pas conjugué. Vous avez pi, sigma,
sigma pi. Et donc, avec un dienophile, quel que soit le dienophile, la réaction n'aura pas lieu. La réaction n'aura pas lieu parce que, je répète, il faut que le diène soit conjugué. Si le diène n'est pas conjugué, la réaction n'aura pas lieu et donc l'alcène ne sera pas synthétisé et donc la réaction ne va pas marcher. Donc c'est une condition très importante pour que la réaction de Diels-Alder ait lieu. Donc le diène doit être, je répète, comment dirais-je, conjugué. D'accord ? Donc voilà les différentes réactions, que ce soit à l'échelle industrielle, que ce soit à l'échelle du laboratoire, qu'on peut utiliser pour préparer les alcènes, donc qui peuvent être soit des alcènes linéaires, soit des alcènes cycliques. Et donc, après donc, cette partie préparation des alcènes, on va donc, là, donc, c'est une réaction spécifique, donc, parce que donc, les groupements gardent les mêmes positions. Donc, après donc, cette partie synthèse, on va aller vers la réactivité des alcènes. Donc, après la préparation, donc, on va voir la réactivité des alcènes, ça veut dire les différentes réactions qu'on peut faire sur les alcènes. On va suivre la même chose que ce qu'on a fait sur les alcanes. Alors, avant d'aborder donc cette réactivité des alcènes, on va voir pourquoi ces alcènes sont réactifs. Est-ce qu'ils sont vraiment réactifs? S'ils le sont, pourquoi? Alors, contrairement aux alcanes, parce que donc on avait pour les alcanes, on n'a pas vu beaucoup de réactions sur les alcanes, parce que tout simplement, pour les alcanes, on a vu que la liaison CH n'est pas polarisée. Elle est très très stable. Donc pour la K5, ce n'est pas aussi évident. Donc pour les alcènes, on va voir pourquoi ils sont réactifs. Ils sont réactifs à cause de la double liaison pi. Cette double liaison pi que nous avons sur les alcènes va se comporter comme un site nucléophile. Il va se comporter comme un site nucléophile et par conséquent, avec des électrophiles, ça va réagir sans problème. OK? Alors, donc, avec, je répète, ce site nucléophile, on peut avoir plusieurs réactions et parmi les réactions qu'on peut avoir, ce sont les réactions d'addition. Donc, c'est quoi une réaction d'addition? On va ajouter, c'est une réaction dans laquelle on va ajouter quelque chose sur l'alcène. Donc, la réaction d'addition, la voici. Donc, voilà, donc on va prendre un alcène dans le cas général, un alcène qui peut être différemment substitué, comme il peut être non substitué. Donc en présence d'une molécule, regardez la molécule comment il est, c'est une molécule polaire. Donc on a un électrophile, c'est un delta plus, c'est le Y. On a un nucléophile, c'est le Z. Donc c'est porte un delta moins. Et donc cette molécule polaire peut s'additionner sur l'alcène pour donner, je répète, un autre composé, avec un autre composé sur lequel on constate bien la disparition de la double liaison qui est convertie en deux simples liaisons, CZ et CY. Donc on va s'arrêter aujourd'hui ici et on continuera la prochaine fois en détail, donc, parce que je rappelle c'est un chapitre qui est très très important, qu'il faut bien maîtriser. Il y a beaucoup de réactions à réaliser, ce n'est pas comme les alcanes. Pour les alcanes, on n'a pas fait beaucoup de réactions parce que je répète, les alcanes ils sont très très stables. Ce sont des molécules qui ne sont pas réactives à cause, je répète, de la stabilité de ces liaisons CH. Par contre ici, nous avons un set très très réactif qui est la liaison pi qui va se comporter comme un site nucléophile. Donc on s'arrête là et on continuera la séance prochaine. OK?